Bienvenue sur ce live. Comme on l'a vu tout au long de la journée, on va continuer ce temps sur étudier. Ça va être dans la poursuite de tous les débats. Cette année, on le sait, elle est marquée par un recul de plus en plus marqué des mobilisations des étudiants dans les luttes sociales traditionnelles, soit auprès des travailleurs et des travailleuses, avec la mobilisation sur les retraites, mais également les luttes plus particulièrement étudiantes, comme on l'a vu avec la loi pluriannuelle de programmation pour la recherche. Pourtant, comme on l'a vu tout à l'heure avec la mobilisation et le combat des étudiantes et des étudiants en santé, le contexte de pandémie du coronavirus qu'on a connu et qu'on connaît encore a contribué à rendre visible la précarité étudiante, mais aussi et surtout dans ce contexte de précarité étudiante, le salariat étudiant et les problématiques qui sont liées et à tout ce que connaissent les étudiants. À tout ça, il y a une question principale et essentielle c'est pourquoi est-ce que les étudiants ne se mobilisent pas comme ils pourraient le faire, puisque tout ce contexte serait propice à une mobilisation, mais les étudiants ne se mobilisent pas dans les organisations traditionnelles, en tout cas beaucoup moins. En réalité, les étudiants et les étudiantes se mobilisent et c'est simplement le mot d'ordre qui diffère, puisque on ne se mobilise pas contre la précarité comme on pourrait et comme on veut parfois nous le faire entendre, mais surtout pour un salaire étudiant. Et cette mobilisation, elle est très concrète. De fait, nombre d'étudiantes et d'étudiants se mobilisent en vendant simplement leur force de travail, c'est-à-dire en allant travailler à côté de ses études. Et cela ne peut tout simplement pas durer, puisque en travaillant à côté de nos études, on sacrifie l'objet essentiel de notre activité, c'est-à-dire tout simplement nos études. Et en fait, c'est une perte pour la société, parce qu'en sacrifiant nos études, on se retrouve avec des travailleuses et des travailleurs qui sont beaucoup moins qualifiés. Et du coup, c'est une perte pour la société. À titre d'exemple, en première année d'études universitaires, la moitié des étudiants décrochent avant la fin de leur première année. Et sur toutes ces personnes qui décrochent, 70% ont dû assumer un travail en parallèle de leurs études. Donc j'ai des questions pour vous, du coup, Alexia et Lucie. Alexia qui est étudiante en master à Sciences Po Paris, et Lucie qui est étudiante également à Sciences Po Grenoble et qui par ailleurs est coordinatrice nationale de l'UEC. J'ai plusieurs questions. La première, c'est d'abord sur votre parcours personnel. C'est une question... qu'est-ce qui a été pénalisant, pas percevoir de salaire? Moi, je me suis pas sentie tellement impactée parce que j'ai des parents qui financièrement me soutiennent encore. Donc de ce point de vue-là, ça allait. Mais je sais qu'en voyant mon entourage et en constatant le nombre d'étudiants qui travaillent, c'est clairement un obstacle. Enfin, je veux dire, mentale et même psychologique qui s'ajoute, qui est quand même assez conséquente quand on compare aux étudiants qui, eux, ne doivent pas travailler. Et c'est vrai que pour le coup, je me suis rendu compte aussi du fait d'avoir dû travailler ponctuellement des fois pour les fins de mois, etc., quand ça devenait un peu compliqué, que j'aurais jamais pu faire ça à temps partiel constante comme le font beaucoup d'étudiantes. Donc oui, clairement, je pense que ça pose un obstacle parce que je viens beaucoup moins, je ne sais pas si performant c'est le mot, mais beaucoup moins adapté à travailler correctement dans un cadre d'études qui devrait être dédié à ça, en gros. Et donc du coup, oui, c'était clairement un obstacle. Voilà. Pour moi, je pense que c'est un peu la même situation en soi, parce que mes parents me soutiennent encore. Ils ont pu me soutenir ces 2 premières années. Plus on avance et plus je grandis, et j'ai une famille, et mes parents doivent aussi aider ma petite sœur qui va entamer ses études. Et du coup, c'est un peu compliqué en soi maintenant, parce que j'ai dû faire pas des énormes sacrifices en soi, parce que j'ai des amis qui vivent dans des situations beaucoup plus compliquées à Sciences Po. Ouais, donc c'est plutôt la vie de on doit faire. Est-ce qu'on fait des grosses courses? Est-ce que finalement on décide de sortir? Est-ce que là je me dis je trouverais pas un petit travail parce que c'est un peu trop juste pour la fin de semaine ou
de moi. Et je me dis que avec l'air étudiant, j'aurais pas à penser à ça. Et ni mal la culpabilité de me dire, là, je suis sortie parce que j'avais mes amis qui m'ont proposé et j'ai pas dit non. Et alors que c'est mes parents qui payent au final. Et d'un autre côté, je peux pas non plus travailler, faire même un mi-temps parce que j'ai mon emploi du temps qui est chargé et ça me prendrait un temps fou et j'ai peur de rater mon année, sachant que Sciences Po, c'est une école qui est payante et redoubler, c'est pas quelque chose que je peux me permettre. Du coup, ça fait quand même beaucoup de pression, même dès la première année, en fait, il y a la pression de dire il faut pas que je redouble parce que ça va faire des frais supplémentaires. Et je dois travailler et me priver quand même un petit peu. Vous avez parlé des difficultés financières que connaissent les étudiants, que ce soit vous ou vos camarades. Mais au-delà de cette question-là, on a aussi la question de la reconnaissance du travail que fournissent les étudiants, parce que cette question de la rémunération des étudiants, elle n'est pas sur une question financière, mais aussi la question, et c'est essentiellement la question de la reconnaissance du travail qu'on fournit pendant nos études. Selon vous, par quoi doit passer la lutte pour la reconnaissance du travail des étudiants et des étudiants ? Je pense qu'elle est importante parce qu'elle reconnaît tout d'abord l'utilité des études, l'utilité de faire des études. Et on parlait juste avant avec Bahia, par exemple, au milieu de la santé, où les étudiants sont clairement absolument pas considérés dans leur domaine alors qu'ils sont tout à fait compétents. On l'a vu en période de des étudiants qui ont été mobilisés, qui fournissent tout autant de travail, je pense, que beaucoup de personnes, de personnel de santé. Donc il y a cette reconnaissance-là, et même dans d'autres domaines, dans le domaine de la recherche, par exemple, quand on travaille, on fournit quand même un travail intellectuel qui le plus est souvent public, donc d'utilité publique aussi, quand on publie des thèses, etc. Et donc, il faut qu'il y ait aussi cette reconnaissance-là. C'est un travail neutre. Il ne faudrait pas que ça commence seulement au moment où on est diplômé. Faudrait que ça commence bien avant ça. J'ai pas spécialement de trucs à rajouter. Peut-être en soi le fait que les études, elles doivent être considérées comme utiles parce qu'en fait, elles permettent tout simplement de faire tourner la société. S'il n'y a pas d'étudiants et d'étudiantes, il n'y a pas après d'ouvriers qualifiés, de personnes qui sont qualifiées pour faire des travaux très utiles pour la société. Et à partir du moment où on fait des études, on devrait être reconnus comme des travailleurs en soi. Et comment est-ce que vous concevez le revenu étudiant ? Alors ça, pour le coup, je ne me suis pas encore trop penchée sur la question, mais d'après ce que j'ai pu comprendre, moi, si je devais le voir personnellement, je pense que je le considérais de base comme un SMIC, par exemple. On propose ça comme ça, parce que il y a derrière et là le fait d'avoir besoin de payer un logement. Je pense qu'il faudrait aussi forcément prendre en compte les villes, l'endroit où on se situe, parce que c'est pas la même chose que d'être étudiant qu'à Poitiers, par exemple. Et aussi, une reconnaissance du fait que comme c'est un travail, il faut la possibilité de pouvoir se loger tranquillement, se nourrir tranquillement. Et en France, on considère que c'est à partir d'un SMIC que c'est possible. Après, je sais pas si ce serait suffisant, mais ce serait un départ en tout cas. Moi, je trouve aussi que le SMIC, c'est une très bonne idée en soi, parce que ça reste un travail, on va dire, de base. Et du coup, pour un travail de base, on a le droit à un salaire de base. Et après, plus le côté pratique, le SMIC ne viendrait pas de nulle part, ça ne serait pas une bourse en tant que telle, ça serait plutôt lié à la création d'une nouvelle branche de la sécurité sociale. Donc, c'est totalement possible en fait, de faire ça en France. Il faut juste rééquilibrer, on va dire, les cotisations et les exonérations. Donc, on veut plus de cotisations sociales et moins d'exonérations. Et c'est aussi possible si on rémunère les femmes et les hommes de manière égale, parce que du coup, si les deux sont rémunérés de la même manière, eh bien, il y a plus de cotisations sociales. Et après, une fois le système lancé, il s'auto-alimente. Donc, comment on peut concevoir un salaire étudiant ? Ça serait via la sécurité sociale. Et puis, on peut aussi penser à d'abord, dans un premier temps, avoir une bonne rémunération des stages aussi, au SMIC également. Et ça serait une première étape avant la création du salaire étudiant. Oui, ça me fait penser, ce que tu dis, c'est aussi un engagement pour l'avenir, en fait, le fait de rémunérer
les étudiants pendant leurs études, puisqu'on investit sur la jeunesse et sur la tranche de la population qui se forme pour ensuite pouvoir être bénéfique à la société, que ce soit par des chercheurs et des chercheuses, par travailleurs et des travailleuses qui seront qualifiés correctement et qui du coup pourront apporter tout leur savoir à la société. Pour vous, c'est quoi l'importance d'avoir un étudiant au-delà de tout ce qu'on a dit vous avez des choses à ajouter par rapport à ça? Non, je pense que c'est, comme on disait, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que c'est juste la possibilité pour beaucoup d'étudiants de juste vivre correctement, en fait. C'est tout ce qu'on demande, c'est surtout ça. C'est le fait de dire qu'en fait, être étudiant, si on veut parler au monde du travail, c'est une activité qui est en plein. On n'est pas à moitié étudiant dans sa vie. Enfin, quand on est dans ce milieu-là, on pense souvent, on a des devoirs à rendre, on a des choses à faire entre eux qui sont tout aussi comparables à une activité professionnelle une fois qu'on est diplômé. Je pense que c'est nécessaire qu'il y ait une reconnaissance qui soit généralisée de en fait, dans n'importe quel domaine. Et oui, justement, cette possibilité de pouvoir s'y investir pleinement comme n'importe quelle personne qui travaille, en fait. Au-delà de ça, le fait d'avoir une reconnaissance des études, ça permet aussi de s'émanciper dans ses études, de se dire maintenant je me rapproprie et reconnue et je fournis un réel travail utile pour la société et je gagne de l'argent grâce à ça. Je pense que, au-delà de ça, c'est pour ça que c'est important. C'est ce que je pense aussi, c'est surtout que souvent quand on est obligé du coup de travailler, ce que j'ai pu voir et d'expérience personnelle aussi, comme on est obligé de trouver des emplois de manière assez flexible ou assez rapide, on ne rentre pas forcément dans le domaine qui nous correspond. Ça va être plutôt dans la restauration, babysitting ou que sais-je. Et du coup, ça nous dévie aussi de cette activité-là. Et donc, ça consiste, comme on disait, à une charge en plus, quoi. Et c'est pas le but non plus quand on fait des études. Oui, c'est vrai. Et d'abord, du fait des étudiants qui trouvent un travail en parallèle de leurs études et du fait que l'activité étudiante en elle-même, c'est une activité à part entière. On le voit dans le fait que quand on est étudiant ou étudiant, on travaille en parallèle, je sais pas, à la caisse d'un supermarché ou peu importe, on se qualifie pas, même si parfois on fait plus d'heures sur notre travail qu'à la fac. Et la première chose qu'on va dire quand on se présente, c'est je suis étudiant, c'est pas ou étudiante, c'est pas je suis je sais pas surveillant ou autre. Donc il y a l'importance de l'activité, l'importance de reconnaître cette activité en tant que telle et en tant que travail en fait pour la société. Et aussi, je voulais aussi vous poser une autre question par rapport à ça. En quoi est-ce que pour vous, ce revenu, le revenu étudiant, ce serait une revendication féministe? Je pense que ça rejoint ce que disait Lucie sur le fait de s'émanciper. Clairement, le fait de se dire qu'on prend un peu en main nos vies, entre guillemets, dans le fait de recevoir un salaire, de pouvoir se fournir un logement et surtout si on est payé de manière égale, ce qui n'est pas forcément toujours le cas en France dans le secteur professionnel. C'est une manière de s'émanciper parce que du coup on n'est plus dépendant de personne et donc ça clairement ça suppose beaucoup de choses aussi. Puis même visiblement avec on est dans cette situation de devoir encore nos parents et je veux dire c'est pas le but quand ils ont à la charge d'autres enfants quand on a des frères et sœurs et pour moi surtout à échelle personnelle c'est vrai que c'est longtemps que j'aurais envie justement d'être entre guillemets de mes choix, de l'endroit où j'habite est toujours un peu contraint même si je me plains absolument pas. Il y a des étudiants qui sont clairement dans des situations bien plus compliquées, mais c'est vrai qu'en tant que femme, déjà qu'on voit à quel point le secteur du travail peut être violent, souvent précaire aussi, c'est important qu'il y ait un sens du travail et du fait qu'on puisse vivre, encore une fois, correctement, quoi. Alors pour moi, je pense que c'est une revendication féministe parce que on voit bien que dans l'éducation supérieure, il y a quand même encore beaucoup de filières qui sont très genrées et avec des noms très féminisés et dont le travail n'est pas vraiment reconnu, que ce soit durant les études mais aussi après et lorsqu'elles exercent un emploi salarié. Et en fait, un revenu étudiant, ça permettrait la reconnaissance du travail qu'exercent ces femmes et diminuer en soi l'exploitation qu'elles subissent et après tirer vers l'émancipation en soi parce qu'elles pourraient se réapproprier, avoir un salaire qui serait approprié. Et en fait, ce salaire étudiant qui serait aussi du coup pour les alternants actuellement, ils sont rémunérés uniquement en entreprise
alors qu'en réalité, toute la semaine, comme les autres étudiantes et étudiants. Du coup, ça permettrait aussi d'avoir cette émancipation-là, et surtout, ça permettrait aussi d'avoir peut-être plus de femmes aussi dans ces filières-là. C'est une des raisons qui peut faire féminiser ces branches-là. Vous avez peut-être quelque chose à ajouter Non. Du coup, je vais sur ce temps. On a vu le revenu étudiant le revenu étudiant pourrait à la fois être serait à la fois un revenu féministe, puisque pour toutes les raisons qu'on a évoquées, mais que ce serait également pas uniquement un revenu qui est uniquement à certaines filières, et qu'il serait environ unique. Pourquoi ? Parce que étudier, c'est travailler, et que ça permettrait, ce revenu permettrait aussi de reconnaître l'utilité des étudiantes et des étudiants dans la société, et on pourrait l'imaginer comme un revenu qui ouvrirait la aux cotisations sociales et tout, puisque tout, on est des étudiantes et des étudiants, on travaille, on a un revenu qui reconnaît ce travail, et du coup, on pourrait cotiser à la fois pour nos retraites, mais aussi pour toutes les sociales auxquelles ça ouvre, quoi. Donc, l'objectif, c'est à la fois de mettre fin au salariat étudiant en reconnaissant enfin le travail que l'on fournit, mais aussi reconnaître en fonction du niveau de notre qualification. Il ne s'agit pas, on l'a bien vu avec toutes vos réponses, il ne s'agit pas de lutter contre la précarité de charité. On ne parle pas de bourses qui seraient réalisées. On ne parle pas même si la généralisation des bourses est un moyen qui nous permettrait d'arriver à ce revenu. Là, on parle vraiment d'une reconnaissance du travail des étudiants et des étudiants. Ça nous pousse aussi à nous mobiliser une lutte contre la précarité, avec tout ce qu'on a dit. Donc voilà, c'est toutes les aspirations finalement qu'on a vu émerger en fait cette année, ces 2 dernières années. J'ai l'impression que dans les facs, cette revendication, elle a de plus en plus émergé. Et c'était pas uniquement une question de précarité. Et d'ailleurs, parfois la pression derrière.